pourtant, Nancy aujourd'hui avait des airs de Russie. Merci d'être là ce soir. Je vous avoue que je n'ai jamais fait l'expérience d'un auditoire aussi nombreux, ce qui fait que je suis un peu intimidé. Bien, Emmanuel, je suis doublement heureuse de vous accueillir, moi, ce soir à Nancy. D'abord parce que vous êtes un écrivain rare dans de telles rencontres, et donc je vous remercie particulièrement d'avoir accepté mon invitation. Et puis, si je suis heureuse de vous recevoir, c'est aussi parce que de La Moustache, votre roman qui vous a fait connaître en 1986, jusqu'à aujourd'hui, Limonov, magnifique prix Renaudot, paru chez POL, magnifique succès de librairie aussi, Limonov qui est votre 12e livre, eh bien vous avez composé l'une des œuvres les plus fortes, les plus singulières et les plus puissantes de la littérature contemporaine. Une œuvre que vous avez parfois portée à l'écran, et je ne voudrais pas, même si c'est plutôt l'écrit qui nous réunit ce soir, que l'on oublie pour autant l'homme d'image que vous êtes, scénariste, réalisateur de talent. Vous avez d'ailleurs en 2010, et ce n'est pas rien, fait partie du jury si convoité du Festival de Cannes. À côté des films ou téléfilms au nom desquels votre nom s'affiche, il faut aussi rappeler un modèle de film documentaire dont vous avez conduit l'enquête comme journaliste, dont vous avez été le réalisateur en 2003 et qui fait toujours référence aujourd'hui, Retour à Kotelnitch. Alors Kotelnitch, c'est une petite ville de Russie, le pays de vos ancêtres maternels, le pays dont vous dites avec beaucoup de tendresse que c'est celui où l'on, dans un roman russe, que c'est celui où l'on parle la langue de votre mère, et votre mère, c'est bien sûr l'académicienne et spécialiste de la Russie, Hélène Carrère-Dancos. Alors, la Russie, c'est évident, va tenir une large place dans notre entretien. D'abord parce qu'elle fait intimement partie de vous, parce qu'elle est bien sûr au cœur de Limonov et que votre actualité littéraire est de surcroît en prise directe avec l'un des points chauds de la politique internationale que sont les présidentielles en Russie. Limonov est un opposant à Poutine et vous nous direz quel rôle vous voyez jouer à votre héros, entre guillemets, dans les semaines et les mois à venir. Mais auparavant, si vous le permettez, une question un petit peu plus globale sur votre œuvre. Pendant les 15 premières années d'écriture, je dirais, vous avez écrit des livres d'imagination, exclusivement des livres d'imagination. Je pense à La Moustache, à La Classe de neige, prix Femina en 95. Et puis soudain, en 2000, avec L'Adversaire, vous quittez la fiction pour le réel. L'Adversaire, je suis sûre que beaucoup de personnes s'en souviennent ici, c'est un livre dont on ne sort pas indemne, c'est l'histoire de l'un des faits divers les plus terribles de la fin du XXe siècle, qui est l'affaire Jean-Claude Roman. Alors depuis, pardonnez-moi de déformer le titre de votre avant-dernier livre, mais enfin c'était trop tentant de le faire, vous continuez à écrire d'autres vies que la vôtre, mais tout en y glissant comme des petits cailloux pour le lecteur, des fragments de votre autobiographie. C'est le cas encore avec Limonov. Alors, quel est le lien, quel est le fil conducteur, quelle est l'unité de votre œuvre, si vous considérez qu'il y en a une, et qu'est-ce qui a fait que soudain vous avez glissé des personnages totalement inventés à ces destins bien réels aujourd'hui ? Parce que vous ne revenez pas vers la fiction. J'exclus pas de le faire. Enfin, j'ai pas du tout de, je sais pas, de position idéologique là-dessus, du genre le roman c'est fini, c'est mort, c'est pas bien. Pas du tout. Je suis un lecteur de romans, j'aime ça, et s'il m'est donné d'en réécrire dans ma vie, je serais absolument ravi. Mais bon, depuis maintenant, plus de 15 ans, c'est quelque chose pourquoi j'ai plus de disposition ou d'appétit pour mon compte, en tout cas. Et ça s'est fait, comme vous le disiez, en essayant d'écrire un livre sur cette terrible affaire Roman.
Et ce livre a mis d'ailleurs beaucoup de temps à s'écrire, parce que vous voyez, l'affaire Roman, elle s'est produite, enfin les crimes qui ont eu lieu au début 93. Mon livre est paru en 2000, 7 ans plus tard. On rappelle en quelques instants qui est Jean-Claude Roman. Je rappelle en 2 mots l'affaire Roman. Jean-Claude Roman était un homme qui passait pour... qui était un médecin travaillant pour l'Organisation mondiale de la santé à Genève, vivant dans une espèce de milieu de hauts fonctionnaires internationaux près de Genève, dans le pays de Gex. Et puis un jour, ce Jean-Claude Roman qui suscite l'estime générale, qui passe pour bon père, bon ami, bon époux, est doublé d'un homme très très brillant, d'un médecin et d'un haut fonctionnaire très brillant. Un jour, il tue sa femme, ses enfants, ses parents et même le chien. Et on découvre progressivement, avec une stupéfaction grandissante, que tout ce qu'on croyait savoir de sa vie était faux. Qu'il était, enfin, non, pas tout d'ailleurs. Il était réellement marié, il avait réellement mais qu'il n'était pas médecin, qu'il avait arrêté ses études en seconde année de médecine parce qu'il avait eu peur, il n'était pas allé à un examen. Après quoi, il avait tout fait au fond comme si il avait de façon étonnante déployé pour faire croire qu'il était médecin exactement la somme d'énergie qu'il lui aurait fallu pour l'être vraiment. Tous les gens qu'il connaissait, qui étaient pour la plupart des médecins, témoignent qu'on pouvait avoir une conversation sur des sujets médicaux très pointus avec lui, qu'il était absolument très au courant. Bon, et donc, le mystère de cette histoire, parce qu'au fond, au début de l'enquête sur cette histoire stupéfiante, on se disait, comme toujours, quand quelqu'un a une double vie, qui a une façade, on se disait, il y a quelque chose sous cette façade. On se disait, si c'était un faux médecin, c'était un vrai autre chose. C'était un vrai espion ou trafiquant d'armes ou Dieu sait quoi. On a tout examiné. Et puis finalement, il n'était rien. Et c'était ça qui était vertigineux, c'est qu'au fond, quand il s'en allait de chez lui pour la journée ou pour plusieurs jours, au prétexte d'un voyage professionnel, choses comme ça, il prenait sa voiture et il partait, il s'installait sur des parkings d'autoroute, il y passait les journées. Et financièrement, il a escroqué tous les gens qu'il connaissait en faisant valoir le fait que, travaillant pour une organisation internationale, il avait des possibilités de placement pas forcément tout à fait légaux, mais avantageux. Donc voilà, c'était de l'escroquerie. C'était un principe, sur un tout petit pied, mais à la Bernard Madoff, sur un pied vraiment beaucoup, beaucoup plus modeste, et qui lui a juste permis, mais tout de même permis, de vivre pendant plus de 15 ans, avec un train de vie qui ne correspondait pas tout à fait à celui qui aurait dû être le sien, vu ses hautes fonctions. Et tous ses amis s'en étonnaient un peu, mais au fond, on mettait ça au compte de son goût pour une certaine simplicité de vie, du fait que c'était pas un frimeur, tout ça. Bref, cette histoire était très... Ça aurait pu être un personnage de fiction, en fait. Vous auriez peut-être pas osé l'inventer. Oui, c'est pas tout. Oui, c'est-à-dire que j'ai souvent pensé à ça. C'est que je me disais que comme sur le principe, une histoire comme ça pourrait être une fiction. Il y a quand même tellement de choses stupéfiantes dans l'affaire Roman, stupéfiantes et peu plausibles, que je me disais que si j'avais apporté ce livre à mon éditeur comme fiction, il m'aurait dit, écoute, non, c'est bien, il y a une bonne idée, mais il faut que tu tâches de rendre ça vraisemblable. Ça l'est pas du tout, ça n'existe pas. Quelqu'un qui, pendant 15 ans, n'est jamais appelé au téléphone à son bureau par sa femme, quelqu'un qui passe entièrement à travers les mailles quand même du filet de la sécurité sociale, des impôts, de tout ça, de tout ce qui maille quand même assez serré de ce qui enserre nos vies. Non, cette histoire. Ce qui est curieux, c'est que d'une certaine façon, la fiction est soumise à une espèce d'impératif de vraisemblance, à quoi le réel n'est pas soumis du tout. Donc l'histoire Roman, non, elle est invraisemblable, mais elle s'est passée comme ça. Et tout le procès auquel j'ai assisté c'était très impressionnant d'entendre. À chaque étape, les gens disent, mais ça n'a pas pu se passer comme ça n'est pas possible. Et la réponse était, si, ça s'est passé comme ça. Et alors, pour écrire cette histoire, c'est la première fois
que vous écrivez, un livre à la première personne, en fait. Ce qui devient un procédé littéraire mais chez alors, vous aussi. pour revenir à la première question que vous posiez, en fait, ça a été un très long processus. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout envisagé d'écrire ce livre à la première personne. Et j'avais jamais imaginé d'ailleurs d'écrire à la première personne. Bizarrement, c'était même pas, vous voyez, une possibilité que j'écartais. C'était quelque chose qui me venait vraiment pas à l'esprit. Et j'ai essayé d'écrire ce livre d'abord comme une fiction, en m'en inspirant librement. Et j'y suis pas arrivé, ou plutôt si, j'y suis arrivé d'une certaine façon. C'est devenu un autre livre qui s'appelle La classe de neige, qui n'est pas, dans l'intrigue n'est pas du tout la même, mais dont le climat et je dirais les ressorts intimes sont très proches. Et puis ensuite, en fait, une fois que il faut que j'explique une chose, c'est que quand après le fait que le fait divers l'histoire soit survenue, l'histoire de ces crimes, j'avais été, comme beaucoup de gens, extraordinairement frappé par cette histoire, et j'avais eu envie d'écrire quelque chose là-dessus. Et je m'étais dit, j'ai essayé de prendre contact avec Jean-Claude Roman, qui après avoir tenté de se suicider, après avoir tué toute sa famille, était en vie et en prison, en attente d'être jugé. Je lui avais écrit pour lui dire que j'envisageais d'écrire un livre sur son histoire et que s'il était d'accord, je souhaitais le rencontrer. Il ne m'avait pas répondu pendant plus de 2 ans. Et donc, du coup, j'ai abandonné cette idée de livre, documentaire, si je peux dire. Et c'est donc là que j'ai essayé d'écrire une fiction qui est devenue cette classe de neige. Mais en fait, peu de temps après que soit paru ce livre, La classe de neige, j'ai reçu une réponse de Jean-Claude Roman, c'est-à-dire plus de 2 ans après ma lettre. Il me disait qu'il venait de lire ce livre, La classe de neige, et que en fait ça l'avait touché, que ça lui rappelait sa propre enfance. C'est un récit d'enfance et même de traumatisme enfantin, et que dans ces conditions, il était prêt à ce qu'on se parle. Et à ce moment-là, en fait, quand j'ai reçu cette lettre, moi, j'avais l'impression je m'étais complètement éloigné de cette histoire et j'avais plus du tout aucune envie de faire ça. Mais c'était quand même moi qui avais fait le premier pas. Ça devenait très difficile de dire non, ça m'intéresse plus. Et je suis donc entré dans une correspondance avec Roman, après quoi j'ai assisté à son procès. Et là, il y a quelque chose qui a duré, pas loin de 5 ans. Où j'ai essayé d'écrire ce truc, mais justement pas à la première personne, en essayant de faire un récit objectif. Je suis obligé de dire que même si ça paraît emphatique, que je me rappelle ces 5 années comme quelque chose même qui était de l'ordre du cauchemar, enfin quelque chose qui m'a plongé dans une dépression assez profonde, où j'avais l'impression à la fois de ne pas pouvoir faire ce livre, de ne pas pouvoir ne pas le faire, de ne pas pouvoir d'être complètement plongé dans une fondrière de papier où plus rien ne prenait sens. Et puis à un moment, j'ai voulu l'abandonner, vraiment, et j'ai ressenti au fond un grand soulagement à l'abandonner, même si je n'avais pas d'autres projets à la place. Mais je me suis dit, avant d'abandonner, plutôt une fois décidé d'abandonner cette chose à quoi j'ai quand même consacré plusieurs années de ma vie en vain, bon, tant pis. Je vais au moins en garder une espèce de trace, c'est-à-dire écrire pour moi-même, pour garder dans un tiroir une espèce de petit mémo comme ça, enfin de petit récit de ce que ça avait été pour moi, l'histoire de l'affaire Roman. Et j'ai commencé à rédiger ces souvenirs, et je suis même allé chercher tout simplement alors du coup, j'écrivais ça à la première personne, mais je ne pensais pas du tout être en train d'écrire un livre. Et je suis allé chercher, il se trouve que je ne tiens pas de journal, mais je garde mes agendas. Et je me suis demandé ce que je faisais au moment où... et en fait, vous voulez bien me passer le livre? Lequel? Voilà, oui. En fait, je vais vous lire les premières lignes du livre, qui en fait sont Voilà. Le matin du samedi 9 janvier 1993, pendant que Jean-Claude Roman tuait sa femme et ses enfants, j'assistais avec les miens à une réunion pédagogique à l'école de Gabriel, notre fils aîné. Il avait 5 ans, l'âge d'Antoine Roman. Nous sommes ensuite allés déjeuner chez mes parents et Roman chez les siens, qu'il a tués après le repas.
Vous voyez, il y avait quelque chose qui n'était pas délibéré. En fait, l'histoire que vous racontez est mise en perspective avec la vôtre. Il y a quelque chose qui, dans ces 2 phrases que je viens de lire, je n'en mesurais pas du tout la portée en les écrivant, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a presque scellé ma manière ou mon destin d'écrivain, en tout cas pour la décennie et plus qui a suivi, c'est-à-dire une façon en effet d'être un peu astreint au jeu, qui est vraiment pas quelque chose que j'avais souhaité ou recherché, et une imbrication de quelque chose touchant quelqu'un d'autre, et généralement quelque chose de lourd, quoi, si je peux dire, et de ma propre histoire à moi qui intervient comme narrateur, observateur, personnage, mais en tout cas enquêteur, avec tous les outils du romanesque, quand même. Oui, voilà. Il s'agit de livres qui ne sont donc en fait, j'en suis venu à partir de l'adversaire à écrire des livres. Enfin, à l'heure qu'il est, il y en a 4 de cette veine, si je peux dire, qui sont des livres à la première personne, des livres où j'interviens. Donc une première personne qui n'est pas artificielle, qui n'est pas la première personne d'un narrateur romanesque, où j'interviens en mon nom propre, Emmanuel Carrère. Simplement, ces livres, disons, il y en a un seul sur les 4 qui est clairement un livre autobiographique, c'est-à-dire que je sois non seulement le narrateur, mais le protagoniste, il s'agit de moi. Dans les autres, je suis essentiellement un narrateur, un témoin, et l'importance que j'y prends peut tout à fait varier d'un livre à l'autre. Mais, alors, il y a toujours le risque, quand on a, vous voyez, d'avoir à un moment trouvé un procédé dans lequel on est à l'aise et d'y être trop à l'aise. Pour l'instant, je n'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression, au fond, d'avoir trouvé une forme très peu contraignante, mais qui est celle dans laquelle je suis... qui me convient aujourd'hui. Et qui est un bonheur de lecture, parce que ça se lit d'autant plus facilement, on entre encore plus dans l'histoire, parce que vous êtes là aussi. Alors, merci. En tout cas, il s'agit dans tous les cas, d'histoires vraies, aussi vraies que je peux le faire, parce que je ne garantis jamais la vérité de tout ce que je raconte. Il y a toujours les limites de l'enquêteur. Enfin, il y a forcément des choses inexactes, fausses ou mal jugées dans ce que j'écris. Et j'essaye d'écrire quel est au fond, le processus qui me conduit à les raconter, la façon dont je le fais, ce que ça évoque chez moi, vos questions. Les doutes, les questions. Et c'est, au fond, même s'il est arrivé qu'on m'en fasse le reproche, j'ai pas l'impression que ça soit une manière de faire, enfin, je sais pas, exhibitionniste ou narcissique ou une chose comme ça. J'ai l'impression que c'est au fond une sorte aussi d'honnêteté à l'égard du lecteur, qui consiste à lui dire, surtout s'agissant de choses réelles, que ce que je raconte, ça n'est que ce que moi j'ai vu, entendu, compris, ressenti avec mes préjugés, avec mes œillères, avec mes étroitesses d'esprit et mes fautes d'information. Voilà, ça n'est pas la vérité révélée, ça n'est que ce à quoi j'ai accès moi, et ça me paraît au fond honnête à l'égard du lecteur, de procéder comme ça. Alors, on va bientôt parler de Limonov, mais justement, dans la partie autobiographique... Oui, vous avez raison. Dans la partie autobiographique, vous concernant, dans Limonov, vous parlez de votre sœur Nathalie, pas Marina, mais Nathalie, à qui on a donné un jour comme sujet de rédaction « Décrivez votre famille » et qui fit de vous ce portrait. « Mon frère est très sérieux, il ne fait jamais de bêtises, il lit toute la journée des livres de grands. » Alors, quels livres lisiez-vous adolescent, et est-ce que ce sont vos lectures qui vous ont conduit à l'écriture ? Quand avez-vous senti que vous alliez être un écrivain ? Oh, oui, je pense que c'est entièrement enraciné dans des lectures d'adolescence. Et mes lectures d'adolescence, ça a été d'abord... c'était des choses qui... C'était du fantastique ? C'était de la fiction ? D'abord, ça a été les romans de Jules Verne et puis ceux d'Alexandre Dumas. Je pense que j'ai lu énormément comme Jules Limonov. Verne et Dumas. Et au fond, on va parler de Limonov, mais ce Limonov est quand même un personnage avec qui j'ai pas beaucoup en commun. Au fond, l'enfant que décrit ma sœur
dans ce passage de sa rédaction que vous lisiez, était ce que j'étais, c'est-à-dire un enfant très sage, un enfant sans doute trop sage, à l'opposé de l'enfant extrêmement turbulent et quasiment du voyou qu'était Limonov, du délinquant juvénile qu'il était. Et au fond, nos vies se sont déployées de cette façon-là. La mienne étant somme toute une vie avec même... Bon, pas tant que ça, mais on va en parler tout à l'heure. Oui. Mais au fond, le point commun qu'on a, c'est lectures de Jules Verne et de Dumas. Et parce que vous avez commencé par des livres de fiction, de fantastique, oui. Donc j'imagine que... Et j'ai lu ensuite, oui, pas mal plus tard, des livres fantastiques et des livres de science-fiction, à une époque où la science... Je pense que c'est plus le cas aujourd'hui, mais disons dans les années 70, quand j'étais un adolescent, la science-fiction était vraiment, enfin la science-fiction anglo-saxonne et française était vraiment une forme extrêmement vivante, assez novatrice. C'était une forme de littérature d'avant-garde d'une certaine façon. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas parce que les livres de science-fiction sont des livres de fantasy, comme on dit, ce qui n'empêche pas qu'ils aient beaucoup de qualité, mais c'est des livres qui sont beaucoup plus dans un moule. Ce n'était pas le cas autrefois, à ce moment-là en tout cas. Si votre enfance, votre adolescence ont été bercées par les lectures, j'imagine qu'elles ont été bercées aussi par l'immensité d'un pays qui à ce moment-là s'appelait l'URSS. Votre maman était déjà une star, entre guillemets. Pas du tout dans mon enfance. C'est au moment de l'Empire éclaté. Mon adolescence, oui. Mais elle était déjà ma mère une référence, oui. Oui, enfin, ma mère jusqu'à ce que moi, je sais pas, je devais avoir une vingtaine d'années quand ma mère est passée, alors vraiment d'un coup, avec un livre qui s'appelait L'Empire éclaté, du statut d'une universitaire très estimée de ses pairs, à celui d'une figure très connue du grand public et qui est un peu un oracle sur tout ce qui touche à l'Union soviétique et ensuite à la Russie. Alors, est-ce que les immensités russes vous faisaient rêver ? Est-ce qu'elle vous parlait russe ? Parce qu'elle parle russe, même si elle n'est pas née en Russie. Est-ce que vous avez été bercé par ce... Écoutez, bercé un petit peu, mais au sens très littéral, mais sinon... comme sans doute comme pas mal d'émigrés très soucieux d'intégration à la société française, et Dieu sait qu'elle s'y est intégrée, ma mère nous a pas du tout élevés, ni mes sœurs ni moi, dans une espèce de cocon russe, de choses comme ça, dans le cocon de la langue russe, comme elle-même y avait été élevée par ses parents. Donc non, ça n'a pas tenu... Il y a quelque chose je pense, je dois avoir eu l'oreille un peu bercée par des sonorités russes, par des berceuses russes, des choses comme ça. Mais au fond, je n'ai pas appris le russe enfant, même si j'en parlais un petit peu, quelques mots, des choses comme ça. Et par la suite, quand adolescent, et a fortiori plus tard, quand j'ai commencé à écrire, au fond, j'étais très très loin de la Russie, aussi pour la raison que je me disais que c'était le territoire de ma mère, qu'elle y régnait avec énormément d'autorité et que le monde était assez grand pour que j'aille pas aller m'installer sur son terrain, quoi. Non, j'étais pas en dehors de la lecture, mais qui fait vraiment partie du bagage des lecteurs français. Qui sont les grands romans russes du XIXe siècle, vous voyez, Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov, des choses comme ça. Finalement, la Russie n'était pas très très présente pour moi. Elle est apparue dans ma vie un peu soudainement et de façon inattendue, assez tard. Enfin, j'avais plus de 40 ans et c'était... Alors, on arrive à la Russie, on s'arrête un peu sur un roman russe qui me semble, même s'il est très différent bien sûr de Limonov, indissociable de ce versant russe de votre œuvre. La Russie, c'est vrai, arrive tard, en 2007, mais vos retrouvailles, votre rencontre avec la langue russe en particulier, me semble très importante pour vous. Vous dites que la langue russe, que vous prenez tout d'un coup un plaisir à parler, à découvrir, à écrire, vous a fait retrouver vos souvenirs d'enfance. C'est un peu la langue maternelle dont parle Hannah Arendt. C'est un
thème d'ailleurs assez très souligné par la psychanalyse, tout ça, et à juste raison. Voilà, je me suis un peu par les hasards de la vie et d'un reportage fait dans une petite ville russe, ça m'ont fait, au fond, alors que je n'avais pas du tout prévu de le faire, tout à coup me mettre à aller en Russie régulièrement pendant plusieurs années, à aller séjourner dans cette petite ville, tout ça, et donc à entreprendre d'apprendre ou en partie de réapprendre, parce que j'avais l'impression que malgré tout, il y avait une couche qui existait vraiment très très enfouie en moi, de réapprendre le russe. Alors, je suis bien obligé d'admettre que je suis... ça existe, mais pas très doué pour les langues. C'est-à-dire que moi, je continue à parler quand même un russe très, très sommaire et très... Mais un joli russe. Voilà, un joli russe, dirait ma mère, c'est-à-dire un russe avec un accent qui d'ailleurs, qui généralement fait illusion à mes interlocuteurs qui au bout, après, à la première phrase, croient que je parle très bien russe, et puis en fait, ensuite, ils déchantent parce qu'ils s'aperçoivent que je manque tellement de vocabulaire, de choses comme ça. Enfin, c'est comme si j'avais la musique et pas les paroles, quoi. Mais ça a été, oui, quelque chose de très constant au fil de ces années, cette espèce de tentative de réapprendre le russe. Et ça a été comme une sorte de psychanalyse, quoi, comme une chose qui à la fois faisait remonter à la surface au point que j'ai pendant 2 ans à peu près de cette période qui a commencé en 2000 et qui s'est achevée avec la publication d'un roman russe en 2007, c'est-à-dire c'est quand même un assez long intervalle. Lors des séjours que je faisais en Russie, je tenais un journal, chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais je le tenais en russe. Alors dans un russe de cuisine, dans un russe qui était très laborieux, mais j'éprouvais, je le faisais ça à la fois comme un exercice pour progresser en russe, mais aussi, finalement, c'est ce qui avait commencé par être une sorte de journal au sens très littéral, enfin où je racontais ce que j'avais fait. En plus, c'était le journal du tournage d'un film documentaire, donc je racontais ce qui nous était arrivé dans la journée, nos relations avec les gens, des choses comme ça. Mais finalement, c'est devenu quelque chose de plus en plus intime, un journal dans lequel apparaissaient des récits de rêves, des souvenirs d'enfance, des choses comme ça. Et puis donc, vos aventures dont vous vouliez être sûr que votre ami ne les découvrirait pas. C'est vrai. Et donc vous écriviez en russe. C'est vrai, j'avais une femme dans ma vie qui était française, qui était assez jalouse, et je redoutais beaucoup qu'elle tombe sur ces journaux, donc où il pouvait y avoir des histoires avec des jeunes femmes russes, donc je préférais que ça soit en russe. Et donc disons que c'est à la faveur de cette espèce de tentative bizarre cette espèce de tentative bizarre de me réapproprier le russe a joué comme un processus de psychanalyse, quoi. Et c'est fait d'ailleurs parallèlement à ça, mais c'est comme si j'avais fait une analyse en russe, et ça a donc abouti à ce livre qui s'appelle Un roman russe, qui n'est pas un roman, même s'il est très romanesque, qui au fond raconte 2 ou 3 ans de ma vie, qui est le seul livre réellement autobiographique que j'ai fait, c'est-à-dire que j'en suis pas seulement le narrateur mais le personnage. Il raconte à la fois des séjours en Russie, le tournage de ce film, mais aussi toute... il donne une sépulture littéraire aux fantômes qui hantent. Voilà, il parle énormément de mon histoire familiale, et effectivement l'histoire de mon grand-père maternel, le père de ma mère, qui a connu un destin tragique, c'est-à-dire, enfin, pour dire les choses rapidement, c'était un émigré géorgien qui a eu beaucoup de mal, qui est un homme brillant mais très malheureux et qui n'est pas du tout arrivé, en dépit de ses diplômes, de son talent, de sa connaissance de nombreuses langues, tout ça, et pas du tout arrivé à trouver sa place dans la société française des années 30, et pendant l'occupation a travaillé comme interprète pour les Allemands. Et en fait, à la libération, il a disparu. Et très certainement il n'y a pas eu de procès, des choses comme ça. Il a très certainement été exécuté sommairement, comme ça s'est fait dans le désordre, dans les désordres qui ont suivi la libération. Et donc voilà, cette figure qui était de toute manière, en dehors de sa fin tragique, une figure très 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 sombre et très tourmentée de mon grand-père, a beaucoup pesé, sans aucun doute, sur ma mère et sur la façon dont elle-même s'est construite, je dirais, est arrivée. D'une certaine façon,
l'extraordinaire intégration et la spectaculaire intégration de ma mère à la société française s'est certainement construite aussi sur la condition de paria qui a pratiquement été celle de son père et la façon dont elle en a souffert. Et voilà, j'ai essayé, dans la mesure où ce grand-père dont il était peu question, dont ma mère ne souhaitait pas évoquer la figure, tout ça, j'ai essayé, au prix d'ailleurs d'un vrai conflit avec ma mère, qui n'était pas d'accord pour que j'en parle publiquement, j'ai essayé de lui bâtir une espèce de tombe, quoi. Et c'est en essayant de comprendre quelque chose de ce qu'avait été sa vie, de l'espèce des erreurs, des déceptions, des fourvoiements qui l'avaient conduit au fond à l'impasse dans laquelle il s'est retrouvé et qui lui a valu cette mort tragique. Et donc voilà, ce livre tourne beaucoup autour de ça aussi, enfin autour d'essayer de cette figure, et aussi en effet de l'espèce de, c'est quand même un peu le moteur du livre, il faut bien dire, de l'espèce de transgression que ça représentait d'écrire ce livre, en fait, contre la volonté de ma mère. Et c'était une belle lettre d'amour en même temps, votre mère. À l'époque, elle ne l'a pas pris comme tel, mais je pense que oui, effectivement. Mais enfin, bon, c'était un livre pas facile du tout à écrire, qui comportait un vrai risque que j'ai pris, il s'y ajoute, enfin là pardon, je charge beaucoup la barque, hein, mais c'est un livre dans lequel la barque est assez chargée. Je raconte des épisodes assez très intimes et pour certains très crus de ma vie amoureuse de l'époque. Donc, si vous voulez, qui était assez catastrophique. Oui, qui a été. C'était une période très désastreuse. Donc, au fond, c'est un livre qui correspond à une période vraiment chaotique, dans lequel, dont on peut dire, enfin, je veux dire, c'est une expression qu'on récuse généralement parce qu'on dit non, moi je fais pas, mais il y avait un côté règlement de compte, enfin pas au sens, il y avait aucun désir de nuire, j'espère, mais enfin en tout cas au sens très littéral, de régler, d'apurer des comptes, d'essayer dans une situation où je me sentais dans une impasse et dans un état, pardon encore d'être emphatique, mais d'un désespoir et de bout du rouleau quasi suicidaire, de me dire bon, il y a une façon de m'en tirer, peut-être, c'est de tout balancer, quoi. Et c'est le livre. Ça a marché. Ça a été libérateur. Curieusement, l'effet un peu cathartique ou thérapeutique de la chose, oui, ça a plutôt marché. Enfin, personne peut ensuite se présenter comme un parangon d'équilibre, mais enfin, ça va quand même nettement mieux qu'avant. C'est un livre qui a eu les vertus qu'on peut attendre d'une psychanalyse, quoi, et qui a d'ailleurs été. Et votre mère vous a pardonné. Oui, mais enfin, ça a mis du temps. Hein. Elle a préféré Limonov dans votre... Très nettement. Non, mais elle m'en a voulu, oui. Mais comment dire c'est curieux parce que, vous voyez, quand je raconte dans ce livre ce destin du grand-père, qui est une chose, d'une part, d'abord, ce qu'il a fait n'est pas vraiment pendable. Enfin, je veux dire, c'est un fourvoiement, une histoire. Je veux dire, il n'a pas tué des gens, il n'a pas torturé des gens. Mais par ailleurs, l'aurait-il fait? Aurait-il été le pire de criminels? Ma mère, quant à elle, n'y est pour rien. Je veux dire, elle n'est pas assez. C'est une femme assez intelligente et rationnelle pour savoir que personne ne peut lui en faire le reproche. Et pourtant, il y a en elle, cette femme qui est arrivée vraiment au sommet de la société française, tout ça, il y a aussi, toujours vivante, une très jeune fille pour qui, au fond, le sort d'une très jeune fille pauvre, étrangère, portant un nom impossible, à l'époque, tout ça, pour qui le destin de son père était une source non seulement d'immenses chagrins et aussi d'immenses angoisses, parce qu'encore une fois, il a disparu, il n'est pas seulement mort, on n'a jamais su où il était mort, on n'a jamais retrouvé sa trace, il n'a pas de tombe qui porte son nom, tout ça. Et donc il y avait une espèce à la fois d'angoisse et de honte qui y était associée, et on a beau grandir, les années ont beau passer, les succès s'accumuler, la vie vous sourire, tout ça, il y a quelque chose qui restait pour elle, une menace, mais immense, comme si c'était vraiment la chose radioactive autour de quoi était
construite sa vie. Et elle ne voulait pas que j'en parle, c'est très clair. Et c'était, même si rationnellement je disais mais ça ne va pas te nuire une seconde, et puis moi j'ai besoin d'en parler. Bon. Et ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement conflictuel. Je pense que j'ai eu raison de faire cette transgression, parce qu'elle m'a été très salutaire. Parce qu'au fond, ma mère disait gentiment, et il faut bien dire naïvement, mais au fond, s'il y a tant de choses dont tu peux parler, pourquoi tu veux parler spécialement de celle-là ? La réponse est évidemment, s'il y a une seule chose dont on vous dit qu'il ne faut pas parler, on ne peut parler que de celle-là. Et tant qu'on n'en a pas parlé, on peut difficilement envisager de parler d'autre chose. Et il fallait que ça soit fait. Ça l'a été fait. Tant mieux, il n'y a pas eu de drame. Il y a eu un froid, ça c'est sûr. Mais enfin, ça s'est arrangé. Donc, je peux considérer qu'on a eu de la chance. Le livre était dangereux, ça c'est vrai. Il était dangereux. J'ai l'impression d'avoir couru un vrai danger en le faisant. Couru et fait courir. Et puis, enfin, fait courir et du coup couru. Mais bon, ça a bien tourné. Alors, c'est le seul de vos livres que vous avez publié sans l'autorisation, effectivement, de quelqu'un qui est dans le livre, qui est votre mère. On arrive maintenant à ce qui est votre deuxième roman russe, d'une certaine façon, même s'il est à milieu du premier. Limonov. Alors, magnifique succès de librairie, non seulement prix Renaudot, un prix Renaudot, moi je vais le dire parce que vous n'oserez pas le dire, qui se vend mieux cette année que le Goncourt. Nous, on a connu ça à Nancy déjà avec Philippe Claudel. Prix des prix, c'est-à-dire qu'il y a un prix qui récompense le meilleur des prix littéraires de l'année, c'est Limonov, meilleur récit du magazine Lire, un livre encensé. C'est un pari réussi, mais c'était quand même casse-cou de se lancer dans un livre dont la plupart des lecteurs allaient trouver que le personnage était quand même détestable. Je suis d'accord. Rétrospectivement, c'était... et j'ai eu moi-même beaucoup de doutes là-dessus. Alors, il faut peut-être raconter, on va peut-être faire un petit... Oui, tout à fait. Qui est Limonov ? Oui, on va faire l'affiche 1 minute sur Limonov avant d'en parler. Bon, donc Limonov, pour le raconter... Enfin, je pars de mon point de vue à moi. Dans les années 80, où j'étais donc un jeune homme qui aspirait à écrire, qui écrivait d'ailleurs un petit peu faisait des piges dans de la Télérama, dans d'autres journaux, sur des livres, sur des films, des choses comme ça. On commençait à paraître des livres qui c'est assez un peu scandaleux, dont le premier s'appelait « Le poète russe préfère les grands nègres », écrit par un Russe qui s'appelait Édouard Limonov. Et ce Limonov était un type qui avait 35-40 ans et qui était une figure assez marrante, assez rock'n'roll, très différent de ce qu'étaient en ce moment-là les dissidents soviétiques, très admirés à juste raison, mais qui étaient des types très graves, très responsables, avec des grandes barbes, qui parlaient de l'orthodoxie, tout ça. Limonov, c'était une espèce de punk. Et dans les livres dans ce premier livre, puis dans ceux qui ont suivi, il racontait sa vie, et c'était une vie très haute en couleurs, c'est-à-dire c'était pas du tout la vie d'un homme de lettres un peu c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un type qui venait d'un milieu assez prolo, qui avait été petit voyou à Kharkov en Ukraine après la guerre, qui ensuite était devenu poète, mais au fond on était poète en Russie, ça n'a pas du tout la même connotation, je dirais, un petit peu noble et académique. On est poète comme on était poète dans une cité industrielle, comme on peut être rappeur dans une cité aujourd'hui. C'était un truc très populaire et très... poète et voyou en même temps. Oui, voilà, il était les deux. C'est devenu une espèce de petite figure de l'underground moscovite ou Brejnev. Il a émigré, comme ça commençait à pouvoir se faire. Il est parti aux États-Unis en croyant parce que c'est quelqu'un de culotté, d'ambitieux, de séduisant, tout ça, que le monde allait lui appartenir, qu'il allait conquérir l'Amérique. Cruelle désillusion, rien ne s'est passé comme ça. Il s'est retrouvé à peu près à la rue, sa femme l'a quitté, il avait pas de boulot, il a travaillé comme valet de chambre chez un milliardaire, il arrive à Paris, ayant écrit un livre, puis d'autres, où il raconte tout ça. Et au fond, vous savez, c'était ce genre d'écrivain un peu...
comme les Français les aiment beaucoup en regrettant qu'on n'en a pas davantage chez eux. Enfin, c'est un truc qui apparaît souvent comme l'apanage du romancier américain, d'avoir fait tous les métiers. Henri Miller russe. Henri Miller, Jack London, des figures comme ça, des figures un peu aventureuses, quoi. Donc, moi, comme d'autres, disons, il y a eu un petit cercle de lecteurs. Ça n'a jamais été un auteur best-seller, mais il devait y avoir, je ne sais pas, 5000 personnes en France qui lisaient Limonov assidûment. Moi, j'adorais Limonov, j'étais vraiment fan, ainsi que d'autres. Et je l'ai un peu rencontré, je l'ai interviewé. On ne se connaissait pas plus que ça, mais enfin, on se connaissait un peu. Au moment où vous avez publié votre premier livre chez POL, lui, il publiait à l'Idiot International. Vous étiez quand même dans deux univers très différents. Oui, ça n'avait rien à voir. Mais bon, on se croisait, et moi, je lisais ses livres. Et puis, ensuite, il y a eu la chute du communisme, et puis, à la surprise générale, enfin, quand je dis générale, ça veut dire des gens qui l'entouraient en France et qui l'aimaient bien, alors que tout le monde s'extasiait sur la perestroïka, saluait la libération des peuples et tout ça, Limonov se mettait à dire des trucs comme en fait il faudrait traduire Gorbatchev en cour martiale et l'exécuter, et puis il s'est mis à aller se battre aux côtés des Serbes dans les Balkans, y compris auprès de gens comme le milicien Arkan, qui sont des criminels de guerre avérés. Il a ensuite créé en Russie un parti qui portait le nom charmant de Parti national bolchevique, qui était composé essentiellement de jeunes mecs au crâne rasé qui s'encandaient des slogans, enfin à senteur franchement fasciste, enfin à la fois nostalgie du communisme et assez fasciste. Bref, on avait l'impression, pour ceux qui avaient suivi un petit peu la carrière de Limonov, ce qu'on pouvait apprendre à son sujet était très très déroutant, et puis vraiment plus personne, enfin il était devenu absolument infréquentable. Pour ma part, je ne pensais pas très souvent à lui, quoi. Mais quand par hasard j'y pensais un peu, je crois que je le dis dans le livre, comme on pense à un copain de lycée qu'on a connu, qu'on aimait bien, et puis dont on apprend que c'est devenu une figure du grand banditisme ou un truc comme ça. On se dit tiens, c'est bizarre. Et puis ensuite, il a été foutu en prison par Poutine. Enfin, quand Poutine est arrivé au pouvoir, il est resté 3 ou 4 ans en prison. Il y a eu une pétition qui a circulé pour le faire libérer, que je n'ai pas signée d'ailleurs, parce que je me disais non, vraiment, si ça se trouve, il est en prison vraiment pour de très bonnes raisons. J'ai pas de raison de signer, quoi. Et puis bon, après la sortie de prison, bizarrement, il s'est retrouvé dans une espèce de milieu d'opposition démocratique à Poutine, et c'est comme ça que moi je l'ai retrouvé, en faisant un reportage à Moscou, et j'ai découvert avec une certaine stupeur, c'était un reportage après l'assassinat de la très courageuse journaliste Anna Politkovskaya, j'ai découvert avec surprise que Anna Politkovskaya, dans ses écrits avant d'être assassinée, elle parlait de Limonov et de ces jeunes mecs au crâne rasé avec beaucoup de respect et d'estime, comme en gros des gens les plus courageux de Russie. Ça m'a beaucoup troublé, et je suis allé donc faire un reportage sur Limonov. J'ai eu l'idée d'aller revoir Limonov pour faire un reportage sur lui, qui est paru dans le premier numéro de la revue 21, qui paraît publié maintenant depuis 4 ans. Et puis faisant ce reportage, j'étais encore plus intrigué que je ne l'étais auparavant, ne sachant absolument pas ce que je pensais du type, si j'en pensais du bien, du mal, si j'avais de la sympathie pour lui, de l'antipathie, enfin j'étais très... une espèce de malaise, mais un malaise que je sentais stimulant. Et donc, au fond, ce reportage a finalement pris la dimension d'un livre qui a mis du temps à s'écrire parce que je l'ai abandonné. Il y a des moments où vraiment le personnage me paraissait odieux. Mais disons que ce livre s'est fait sur l'intuition qu'il y avait à la fois là un personnage pas forcément sympathique, mais qui était un très bon personnage romanesque, c'est-à-dire quelqu'un avec une espèce d'énergie vitale, de façon d'avancer dans les univers les plus variés, avec une sorte de culot, de façon de jamais lâcher, de courage, indiscutablement. Et puis que les univers qu'il traversait, les périodes historiques qu'il traversait, donnaient l'occasion d'écrire un vrai livre d'histoire aussi. Enfin, vraiment un livre d'histoire contemporaine. Et donc, c'est la combinaison des deux
qui m'a paru attirante dans cette entreprise qui, effectivement, a priori, paraît un peu bizarre. Enfin, pourquoi raconter la vie d'Édouard Limonov, dont personne ne sait qui c'est, qui est pas un type très recommandable, dont les livres sont épuisés. Maintenant, ils ne le sont plus. Honnêtement, je pense que c'est grâce à moi et ça me fait plaisir, parce que pour beaucoup, c'est de très bons livres. Mais c'est effectivement la question que je me suis posée. Est-ce que vous avez eu envie d'écrire un livre sur Limonov, ou est-ce qu'il vous a semblé être le meilleur moteur romanesque pour écrire avec un autre angle que votre mère, c'est-à-dire l'angle d'un écrivain et pas d'une historienne, l'histoire de la Russie contemporaine depuis la dernière guerre, que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique. Oui. Parce que c'est ça qui est dans ce livre, je dirais presque surtout, c'est toute la Russie que l'on voit défiler. Il est né pendant la bataille de Stalingrad. Donc il vous sert à et en raconter gros, l'histoire de la Russie. Ça part de Stalingrad à maintenant. Oui. Ça raconte en réalité plutôt 65 ou 70 ans d'histoire soviétique puis russe. Oui, non, vous avez raison, hein, c'était quand même ça le cœur du... Mais enfin, disons, j'avais l'impression que le personnage avait la dimension romanesque et aventureuse c'est ce qui en faisait aussi un bon fil conducteur. Et puis quand même, sa vie l'a amené à traverser un tas de trucs. Il faut dire qu'il commençait très fort, parce qu'il est né le 2 février 1943, donc cette semaine, il a 69 ans. Et il a commencé en ayant comme berceau une caisse à obus. Faut dire que c'était la guerre, hein, c'était vraiment la guerre. Non, c'est quelqu'un qui est dans la vie a été extraordinairement mêlé à l'histoire et qui, à partir d'un certain moment, à partir de la fin a voulu délibérément jouer un rôle, historique, ou en tout cas historique, il n'y est pas arrivé, en tout cas politique à défaut. Et il a finalement accompli ses rêves d'enfant. Tous ces rêves d'enfant. Jusqu'à un certain... Oui, c'est difficile à dire, parce que une chose qu'il faut dire, je trouve, à son crédit, c'est que c'est quelqu'un qui, effectivement, a été toute sa vie fidèle à une image de lui-même qu'il a dû se forger enfant, qui est celle d'un personnage héroïque en ce sens, pas forcément qu'il est un bon, mais qu'il est courageux, qu'il se laisse pas, qu'il se laisse pas taper dessus, voilà, il y a une espèce d'exaltation de l'héroïsme, d'une vie où on ne cède jamais, on ne plie jamais, on vous met en prison, très bien, on est en prison, mais en même temps, qu'est-ce que je voulais dire là? Je me suis perdu. Je parlais de ses rêves d'enfant. Oui, mais en même temps, c'est marrant, une des dernières fois où je l'ai vu, à un moment, il m'a dit, j'avais été très frappé par cet échange, il me dit, mais au fond, pourquoi vous voulez raconter ma vie? Je dis, mais parce que... Je dis un peu ce que je viens de vous dire, parce qu'il a eu une vie, vous avez eu une vie passionnante, tout ça, qui a voulu se mêler à l'histoire, tout ça. Puis là, il me regarde et il me dit, une vie de merde, ouais. Et c'est ce qu'il pense, d'une certaine manière, il a aussi... Et c'est quelqu'un qui est... c'est aussi ce qui fait que c'est un personnage attachant, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt du côté de l'échec. C'est pas quelqu'un qui... avec tout le talent, toute l'énergie qu'il a, c'est quelqu'un qui aurait pu devenir riche et célèbre et tout. Il n'a jamais cherché à être riche. Il a pas loin de 70 ans, il est toujours pauvre. Et puis, sa carrière politique est quand même très, très marginale. Il est à la tête d'un parti un peu absurde et de jeunes gens qui, en plus, dès qu'ils commencent à faire quelque chose de leur vie, s'en vont. C'est un parti, vous voyez, d'une espèce de romantisme un peu punk comme ça, qui consiste à se rendre le plus odieux possible, à faire peur aux bourgeois, tout ça. Bon, les gens, ils font ça 3 ou 4 ans, comme on fait, et puis au bout d'un moment, ils commencent à se marier, à avoir un boulot, et donc, ils s'en vont, et ils restent un peu fidèles à Limonov, comme ils restent fidèles, je sais pas, au fait qu'ils ont rêvé de fonder un groupe de rock quand ils étaient jeunes. Mais c'est par vocation un parti qui est pas fait pour réussir en quoi que ce soit. Et il a une espèce de génie, Limonov, pour ne jamais aller là où ça réussit. Actuellement, Limonov, malgré tout, vous voyez, il y a eu ces manifestations en Russie cet automne qui rassemblent beaucoup de monde. Malgré tout, c'est une chose nouvelle de manifester en Russie. Les Russes, ils sont très habitués à défiler, pas à manifester. C'est pas la même chose. Avant,
quand je dis avant, ça veut dire jusqu'à il y a quelques mois encore, les seuls gens qui manifestaient, c'était Limonov et ses copains. Ils étaient 200, il y avait 400 flics, ils les arrêtaient, et puis ils se faisaient taper dessus, c'était dangereux, ils se faisaient taper dessus, ils se faisaient foutre en prison, tout ça. Maintenant, tout le monde, en tout cas, beaucoup de gens et de gens de la classe moyenne, des gens qui ne sont pas du tout des révolutionnaires, des trucs comme ça, qui veulent juste que ça change, que tout ça, se mettent à manifester. Au fond, en gros, c'est toléré par le pouvoir. Et Limonov, là-dedans, il reste, alors que c'est vraiment le mec qui s'est tapé les choses, enfin voilà, qui a été courageux, qui s'est fait même foutre en prison, qui est tapé sur la gueule, tout ça. Au fond, il tire vraiment pas bénéfice de ça. Il est avec ses 100 clampins dans un coin à dire nous, il faut qu'on fasse la révolution, on va faire la révolution, venez faire la révolution avec nous. Personne veut faire la révolution avec eux, personne n'a envie de faire la révolution en Russie. Tout ce que les gens veulent, c'est que ça se démocratise, que ça personne n'a envie d'une révolution violente. Il n'y a que Limonov qui a envie de ça. Ça veut dire, non, il est toujours, d'une façon somme toute, enfin vraiment pas pragmatiquement nul, mais assez noble, toujours à côté de la plaque, quoi. C'est pas un homme de. Donc de ce point de vue-là, la réussite est là où il a réussi, c'est à rester fidèle à ce rêve assez proche des Trois Mousquetaires, qui sont aussi des losers d'ailleurs d'une certaine façon. Oui. C'est ce rêve de personnage d'Alexandre Dumas, d'avoir jamais lâché sur ses rêves, sur ses idéaux, sur ses fidélités, sur des trucs comme ça. Mais en même temps, ça ne lui réussit pas du tout. Il n'y a aucune réussite temporelle, si vous voulez, liée à ça. Mais bon, il n'a pas trahi. Alors, il y a évidemment, derrière Limonov, j'en parlais tout à l'heure, l'histoire de la Russie et de nombreux passages. Je pense en particulier au moment où Khrouchtchev a autorisé en 1962 la publication du livre de Solzhenitsyn, Une journée d'Ivan Denisovitch, avec les répercussions que ça a eu dans le pays, et vous racontez ça remarquablement. D'ailleurs, Solzhenitsyn tient une place importante. En 1974, Solzhenitsyn et Limonov quittent le pays ensemble. Ils reviennent 20 ans après, et le monde a changé. Oui, et c'est curieux. Enfin, il y a un moment, disons, à certains moments, j'esquisse une espèce de parallèle, un peu selon le principe des vies parallèles des hommes illustres de Plutarque, entre Solzhenitsyn et Limonov, qui sont évidemment des figures d'une importance littéraire et historique pas du tout comparable. Solzhenitsyn, le jour où il a entendu parler de Limonov, l'a traité d'insecte pornographe. Limonov a détesté toute sa vie Solzhenitsyn, en partie parce qu'il est un peu envieux, enfin il est même très envieux. Et c'est aussi une des qualités de Limonov, non pas d'être envieux, mais d'être extrêmement honnête, pathologiquement honnête, comme il le dit. C'est-à-dire que quand il éprouve des sentiments aussi honteux que l'envie, il est le premier à les étaler, il en fait état. Enfin, il a une espèce d'honnêteté, de façon de dire les choses les moins honorables de ses sentiments, tout ça. Il y a un livre comme ça qui s'appelle Journal d'un raté, qui est une suite comme ça de... Oui, quel est son meilleur livre ? Si on doit en lire un, lequel doit-on lire ? Alors, si... conseil de lecture, je serais là, il y a ce Journal d'un raté qui est un beau livre, mais qui est plutôt un livre de prose poétique, de choses comme ça. À supposer que quelqu'un dans cette salle soit terriblement impatient de se ruer sur un livre de Limonov, je lui dirais d'attendre un tout petit peu, parce qu'on va rééditer chez Flammarion en un seul volume les deux de ses livres autobiographiques du début des années 80, qui sont Le poète russe préfère les grands nègres, qui raconte sa dèche et son désespoir complet sur les rues, sur le pavé de New York, et le livre où il raconte comment il a été valet de chambre d'un milliardaire, qui s'appelle Histoire de son serviteur. Et parmi ces récits autobiographiques, ceux-là sont vraiment, je pense, les meilleurs. Alors, excusez-moi, je vous ai interrompu, vous parliez de Solzhenitsyn. Oui, alors... non, c'est très... Disons, Solzhenitsyn et Limonov sont partis en même temps, ont émigré en même temps. Le départ de Solzhenitsyn de Russie, expulsé par les autorités, c'était déjà Brejnev à ce moment-là, a été un événement de dimension mondiale. Enfin, je veux dire, Solzhenitsyn a été accueilli c'était plus
c'était qui? C'était Willy Brandt à ce moment-là? Oui, Willy Brandt. Par Willy Brandt à l'aéroport. Enfin, c'était comme l'exil d'un chef d'État, quelque chose comme ça. Et Limonov, lui, était un petit type qui s'est barré clandestinement, qui s'est retrouvé dans des centres de tri pour immigrés et tout ça. Mais ensuite, au retour, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse, c'est beaucoup dire. Mais parce que malgré tout, le retour de Solzhenitsyn a fait beaucoup plus de bruit que celui de Limonov. Ce qu'il y a, c'est que, et ça c'est quelque chose d'assez poignant, c'est que le moment où Solzhenitsyn est rentré, c'était en 1994, au fond, il n'intéressait plus personne. C'est l'homme, non seulement Solzhenitsyn est une figure immense, mais disons que ça serait exagéré de dire qu'il est responsable à lui tout seul de la fin de l'Empire de l'Union soviétique, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans, que la publication de l'archipel du Goulag, c'est la chose qui a fait que tout s'est effondré. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde devait sa libération un peu à Solzhenitsyn. Et quand il est rentré, au fond, c'était quelques années trop tard, et tout le monde tout le monde s'en foutait, plus personne n'avait envie d'entendre parler du Goulag, on était déjà passé à autre chose, et au fond, Solzhenitsyn était devenu, dans la conscience, en tout cas des gens jeunes, une figure qui se confondait presque avec Brejnev, quoi. C'était le cimetière des icônes de l'Union soviétique, des espèces de barbus graves et emmerdants, de trucs comme ça, alors que Limonov, qui du coup a eu l'impression que son heure était venue, apparaissait comme une espèce de figure très, très rock'n'roll, ce qu'il était. Les premiers livres de Limonov qui ont été publiés en russe dans son pays, c'est-à-dire ceux dont je parlais, le poète russe, ça a stupéfait tout le monde, parce qu'on n'avait jamais lu des trucs comme ça en Russie, des trucs aussi trash, aussi provocateurs, aussi violents, c'était quelque chose de très étranger à la tradition russe. Mais avec son extraordinaire talent pour scier les branches sur lesquelles il est assis, Limonov n'a pas du tout tiré parti de ce début de succès littéraire et est aussitôt parti dans une espèce de trip d'homme politique extrémiste qui l'a totalement marginalisé. En plus, il y a eu l'épisode serbe. Oui, mais ça en Russie, c'est pas un problème, parce que chez nous, ça la fout mal d'avoir tiré sur Sarajevo sous l'œil bienveillant de Radovan Karadzic. Chez les Russes ayant été pour les Serbes dans cette affaire, c'est pas quelque chose qui lui nuit beaucoup dans son pays. Alors, chez nous, oui, il y a eu un film de la BBC qui est fait en 91 en Bosnie, où on voit des hauteurs qui surplombent Sarajevo. À un moment, Limonov, qui passe par là, qui était en discussion avec Karadzic et qui prend une mitrailleuse, Karadzic qui était le chef des Serbes de Bosnie, et qui prend une mitrailleuse et qui se met à tirer sur Sarajevo. Le truc n'était pas passé dans ce film qui a dû passer, je sais pas, sur Arte, des choses comme ça. Donc la réputation de Limonov, qui commençait déjà à sentir le roussi en France, là tout à coup c'est devenu, le type, il est passé quasiment du statut, disons, de voyou de charme à qui on passe beaucoup, à celui de quasi-criminel de guerre, quoi. Ce qu'il n'est pas non plus, à mon sens pas. Mais vous suspendez votre jugement. Oui, je suspends. Non, disons que quand on regarde le documentaire, quand lui dit qu'il tirait en l'air et plutôt pour le fun, si on regarde attentivement les images, ça paraît vrai. Enfin, il tirait en l'air, encore une fois, avec Karadzic, entouré de tchétniks serbes avec qui il faisait le guignol, armé jusqu'aux dents. Donc tout ça n'est pas, ne plaide pas à son honneur, ne plaide pas pour lui, ni pour une raison de lucidité politique, ni aussi parce que il a quand même vraiment l'air d'un guignol, quoi, là-dedans, une espèce de matamore qui parade avec des armes. Enfin, c'est vraiment un moment. C'est quand j'en suis arrivé à ce moment-là du livre que je l'ai arrêté pendant plus d'un an, parce que là, tout à coup, j'arrivais plus à le supporter. C'est un problème quand on écrit la vie de quelqu'un, le moment où on l'aime pas du tout. Justement, comment avez-vous travaillé pour écrire ce livre ? Beaucoup sur le livre de Limonov ? Oui, il faut dire une chose, ce livre a un trait un peu particulier, c'est que sa source d'information principale, ce sont les livres de Limonov. C'est un livre écrit sur la base des livres de Limonov. En espérant qu'il a dit la vérité ? À vrai dire, je m'en fous un peu. Non, d'une part, je crois qu'il dit la vérité. D'abord parce que je crois que c'est pas un homme d'imagination. Il n'a pas beaucoup d'imagination.
il n'a pas beaucoup de surmoi, il n'y a pas grand-chose qui lui fait honte. Il évoque très placidement des choses qui peuvent parfaitement, enfin, qui sont pas du tout à son honneur. Il n'est pas du tout honteux. Il assume tout. Donc je pense qu'il ne ment pas. Mais maintenant, au pire, s'il ment, c'est pas bien grave. Je veux dire, effectivement, si j'écrivais une biographie absolument scientifique d'Édouard Limonov, j'essaierais de recouper des choses que j'ai pas essayé de recouper. Mais c'était pas le projet. Donc s'il ment, grâce à la lumière dans laquelle vous le mettez, il aura vraiment construit sa légende. Oui, mais je pense, il ment peut-être, mais très marginalement. Si vous voulez, par exemple, sur les histoires serbes, il les raconte lui-même, hein, sans aucun scrupule. Il a aucun regret là-dessus. Il pense qu'il avait raison, qu'il était dans le bon camp. Et par ailleurs, plus profondément, il pense que la guerre, c'est un truc plutôt bien. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas, en tout cas, c'est un truc qu'il faut pas, que un homme, un vrai, il doit faire la guerre, quoi. Que sinon, c'est qu'il se châtre lui-même s'il aime pas, s'il aime pas, que c'est totalement idiot de dire la guerre c'est mal, la paix c'est bien, que c'est comme le yin et le yang, quoi. Il faut les deux, il faut de la guerre. C'est un point commun. Moi, je pense pas ça, c'est lui. Hein. Oui, c'est un point commun qu'il partage avec Poutine. Vous dites qu'il méprise les pleulards qui jugent sacrée la vie humaine. Et alors, d'ailleurs, Poutine, évidemment, tient une place importante dans votre livre. Gorbatchev, Helsinki, Poutine. Il y a les débuts de Poutine à Biarritz qui sont assez fabuleux. Oui, enfin, je raconte comment au moment où, disons, après à la fin du second mandat de Boris Eltsine, qui avait, disons, pendant toutes les années 90, tout en ayant commencé comme une espèce vraiment de héros absolument admirable de la démocratie, un homme quand même d'un courage exceptionnel, petit à petit, la corruption, l'alcool aidant, au fond, tout ça c'est énormément désagrégé. Ça a été le temps du pillage total de la Russie par ce qu'on appelle les oligarques, ceci totalement cautionné par Eltsine et par sa tribu, tout ça. Enfin bref, il y a eu une espèce de déroute morale et civique profonde dans ces années très chaotiques. Et à la fin du second mandat de Eltsine, il était clair qu'on n'allait pas pouvoir en faire un troisième dans l'état où était Eltsine, qu'il fallait qu'il se retire, et on lui cherchait un successeur. Et ce qu'on appelait les oligarques, c'est-à-dire vraiment la dizaine de types qui s'étaient le plus enrichis en privatisant à leur profit les immenses ressources du pays, et au détriment des 999 millièmes de ses habitants. On cherchait un successeur, et c'est Berezovski, un de ces oligarques, qui a dit moi, il y a un type qui paraît bien, c'est une espèce de petit officier de renseignement là, qui était à ce moment-là le patron déjà de ce qu'on appelait le FSB, l'ancien KGB, mais qui n'avait pas fait beaucoup parler de lui, et qui était Vladimir Poutine. Et je raconte la scène telle que la raconte Berezovski, où il va à Biarritz, où Poutine passe ses vacances, enfin en gros pour lui proposer le job, quoi, en lui disant on a besoin de quelqu'un pour être président là, pour et où Poutine, tel que le raconte Berezovski, prend un air un peu modeste et dit mais je suis pas sûr d'avoir les épaules pour ça et tout. Attendez, vous en faites pas, on est derrière vous, on s'en occupe, soyez président, c'est tout. Après quoi d'ailleurs, en 2 ans, Poutine a dégommé tous ceux qui l'ont fait roi les uns après les autres. Enfin, c'est révélé une espèce de machine de guerre infernale. Berezovski et les autres se sont retrouvés en exil, Khodorkovsky en prison. Enfin, ils n'avaient pas bien choisi leur mec falot et qu'on allait pouvoir contrôler sans problème. Alors vous mettez une phrase de Poutine en exergue. Celui qui veut restaurer le communisme n'a pas de tête, celui qui ne le regrette pas n'a pas de cœur. C'est une phrase que Limonov aurait pu prononcer, celle-là. Et finalement, est-ce que Limonov n'est pas une forme de Poutine raté ? C'est un peu ce que j'insinue à la fin du livre. Je pense que c'est une chose qui ne plaît pas du tout à Limonov. Ça, vraiment, je pense qu'il y a des choses qu'il aime, sur lesquelles il y a des choses avec lesquelles il ne doit pas être d'accord dans mon livre, mais qui le font sourire. Je ne vous ai pas encore demandé quelle était l'opinion de Limonov sur votre livre. Je pense pas. C'est curieux parce qu'il y a Limonov est en position, est un opposant farouche à Poutine,
mais parce qu'au fond, profondément, c'est un opposant, c'est quelqu'un qui ne peut être que dans l'opposition, dans la rébellion. Dès qu'il y a une majorité de quelque chose qui se forme, il se marginalise. Mais au fond, il y a chez Limonov, et en ça, il traduit quelque chose qui existe en Russie. En fond, une espèce de nostalgie, sinon du communisme lui-même, du moins de la puissance de l'Empire soviétique, du temps où on était important, où on faisait peur au monde, où on était voilà, où le monde, c'était la guerre froide, c'était l'Occident contre le bloc communiste. Et nous, on était les patrons du globe communiste, et on faisait peur à ces couilles molles occidentaux, quoi. Et donc, la grande nostalgie de quelqu'un comme Limonov, qui a grandi là-dedans, qui a grandi dans le culte, non seulement et très légitimement des 20 millions de morts russes de la Grande Guerre patriotique, mais du coup de Staline. Ce qui fait que du coup, en effet, comme vous dites, les millions de morts qu'on peut attribuer à Staline par goulag et des choses comme ça, c'est ce qui passe ça plutôt en pertes et profits, quoi. Bon, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais il est non, il y a cette nostalgie là. Elle est pas si rare. Je dis rien qui ait valeur statistique, mais c'est quelque chose qu'on entend quand même en Russie, cette impression qu'au fond, on a longtemps cru qu'on était des gens, qu'on était vachement importants, grands, qu'on réussissait, qu'on avait une société plus juste. Et puis au fond, à partir du moment où on s'aperçoit qu'on a échoué en tout et qu'on est comme il y a une phrase comme ça que je cite, qu'on disait beaucoup à un moment, c'est on est la Haute-Volta avec des missiles nucléaires, quoi. On est un pays où rien ne marche, où tout part à volo, et un pays humilié. Il y a quelque chose, une espèce dans la façon dont on ressent certains Russes, beaucoup, je pense, ce qui est par ailleurs à nos yeux, et je pense, sans l'ombre d'un doute, une immense libération historique, enfin la sortie du communisme. Mais il y a aussi, dans l'effondrement de l'Empire, tout ça, une profonde humiliation, oui. Et Limonov est quand même, de ce point de vue-là, aussi, alors que bizarrement, il a quitté la Russie dans la peau d'une espèce de punk qui crachait à la figure de ses parents, de toutes ces valeurs-là. Et c'est devenu un nationaliste russe, quoi, avec qui aspire à essayer à reconquérir des bouts de l'ancien empire, ou en tout cas à y fomenter des rébellions de la part des... Parce que c'est ça qui fait un moment, et qui est d'ailleurs un truc assez dangereux, hein. Il y a quand même énormément d'anciennes républiques soviétiques qui sont devenues des États indépendants, dans lesquels il y a beaucoup de sites de Russes qui étaient dans la position de colons, ou à peu près. C'est une histoire qui ressemble à l'histoire de la guerre d'Algérie, hein. C'est-à-dire qu'il y avait des colons qui soit ont été expulsés, soit se sont retrouvés, après avoir tenu le haut du pavé, dans une position de citoyens de seconde zone. Et des gens comme Limonov viennent éventuellement sous forme de lutte armée qui peut rappeler ce qu'était l'OAS, quoi, quelque chose comme ça, pour défendre les intérêts de ces anciens colons russes désormais bafoués. C'est intéressant d'essayer de comprendre ces enjeux-là, qui sont quand même vraiment compliqués, il me semble, et qu'on mesure pas bien. Il y a des espèces de paradoxes post-communistes, de choses comme ça, qui sont un des sujets de ce livre, quoi. Une des choses qu'en tout cas j'ai trouvé le plus passionnant d'essayer de déployer dans leur complexité. Alors maintenant, donc Limonov a renoncé à sa double nationalité pour être candidat. Il ne pourra pas y être. Il a été emprisonné, il est libéré. Quel rôle va-t-il jouer dans les présidentielles russes ? Mineur. Je suis désolé de non, je pense à un rôle extrêmement marginal. Enfin, c'est ce qui se passe. Déjà, je pense que il est dépassé là. Il est plus. Oui, de toute manière, c'est un personnage très très marginal. Mais en tout cas, je pense pas que il y a eu un moment où, faute d'autres incarnations
il y a eu peut-être une plus grande partie de la jeunesse qui pouvait se reconnaître dans son mouvement. Maintenant, c'est un mouvement de punk, c'est tout. Il y a très peu de gens qui ont, encore une fois, je me répète, mais qui ont envie d'aller faire la révolution ou des choses comme ça. Ils ont envie de réforme. Donc, c'est pas... Non, je ne pense pas qu'il ait un grand avenir politique, Limonov. Mais bon, après tout, je me trompe peut-être, hein, j'en sais rien. Donc, il doit... Lui-même, la façon dont il se raconte le truc... il se racontait toute sa vie comme ça, c'est il dit, regardez l'histoire au début de 1917, personne n'aurait misé un kopek sur les bolcheviks, je veux dire, c'était sur Lénine et ses compagnons. Je veux dire, tout le monde croyait éventuellement, à supposer qu'il y ait des changements, que ça viendrait, que voilà, ça serait les sociodémocrates, que ça serait des gens comme ça, ce que les bolcheviks appelaient des social-traîtres, mais personne ne misait sur la poignée d'allumés qui entourait de fanatiques qui entouraient Lénine. Bon, et l'histoire, ça a été que c'est ceux-là qui ont gagné. Donc Limonov, il se raconte l'histoire comme ça. Il disait peut-être si. Mais bon, pour ma part, j'y crois pas. Mais et à vrai dire, ça ne me paraît pas. À supposer que la question me pose, l'idée que Limonov soit au pouvoir ne me paraît pas du tout désirable. Ça, c'est certain. Donc Limonov doit attendre avec impatience que votre livre soit traduit en russe. Parce qu'en fait, il a pris un plaisir malin et il est ravi que vous l'ayez remis en lumière. Oui, bien sûr, mais à vrai dire, je pense que ça lui a fait... Parce qu'il a quand même vécu 10 ans en France, et ces 10 ans en France, ça a compté pour lui. Ça a été une période assez heureuse de sa vie, où il était reconnu, où il y avait un public, tout ça, et il y a des gens avec qui... Donc... je pense que le fait d'avoir été remis en lumière en France, c'est déjà très très important pour lui, quoi. C'était très inattendu, hein, pour lui. Ça, il n'avait pas vu venir, quoi. J'ai retrouvé plusieurs interviews de lui. On lui demande, en France, votre notoriété vient de monter en flèche avec le livre d'Emmanuel Carrère. Qu'est-ce que ça vous fait? Un plaisir malin. On m'a rejeté en France parce que j'étais un personnage politiquement incorrect. On a rejeté mes livres et mon talent. Alors c'est une revanche. Ce ne sont pas toujours des éloges, mais je lis les articles, je me vois sur les couvertures des journaux. Et oui, ça me procure un plaisir malin. Et que pensez-vous du livre? Alors, il est modeste. Hein. Je vois ce livre comme une légende, un mythe pour les Français. Je n'étais pas parvenue à créer un mythe en France avec mes propres livres. Emmanuel Carrère a réussi. Je lui en suis reconnaissant, car j'ai toujours pensé que j'étais digne d'être un mythe. Ah non, mais c'est pas... Oui, c'est un... Ah, puis dans une autre interview... C'est un garçon que la modestie n'étouffe pas, c'est vrai. Non. Oui, Vous avez été poète, dissident, clochard, homme politique, prisonnier. Comment vous définissez-vous aujourd'hui? Il répond modestement Ulysse. Que signifie l'âme russe? Vous avez lu le livre d'Emmanuel Carrère? Voilà, vous pouvez voir que l'âme russe se manifeste encore de temps en temps. Et si je retrouve l'article, Voilà. Que pensez-vous d'Emmanuel Carrère et du milieu littéraire français? Même son idée folle de faire un livre sur ma vie indique qu'il n'est pas un écrivain ordinaire. Il est spécial, un type à part. Après Limonov, il peut mal tourner. Je lui souhaite de mal tourner. Tous les grands écrivains tournent mal. Il entend quoi par là? Je ne sais pas, mais je pense que c'est vraiment ce qu'il peut dire de plus amical. Vous allez le revoir bientôt? En fait, je vais aller dans une dizaine de jours à Moscou. Je ne suis pas allé depuis un moment pour faire un reportage pendant la campagne électorale. Et donc, oui, je vais aller le voir. Il va peut-être là, en tête-à-tête, vous dire ce qu'il pense du livre. Non, mais je pense que quand il dit qu'il veut pas dire ce qu'il en pense, je pense qu'il a tout à fait raison, parce que dans ce qu'il en pense, il y aurait forcément des choses avec lesquelles il doit être en total désaccord qui sont de l'ordre du jugement, des choses dont il pourrait relever une par une, et il y en aura des quantités qui sont fausses, qui disent « j'ai pas envie de rentrer là-dedans », je trouve qu'il a 1000 fois raison. Voilà. Quand vous dites que la vie de Limonov raconte quelque chose, qu'est-ce que vous vouliez en fait que cette histoire nous apprenne à nous, occidentaux? Alors là, vous me mettez très mal à l'aise, parce que en écrivant cette phrase, je pense que cette histoire raconte quelque chose, je sais que je m'expose à ce qu'on me dise « ouais, d'accord, mais quoi ?» et la réponse, c'est que je ne sais pas. La réponse, c'est c'est tout le livre. Non, le fait est que j'arrive pas du tout à définir ça dans un... Non,
quand même, pour dire les choses un peu plus sérieusement, ce que je pense, c'est que de toute l'histoire, au fond, ce livre, pour une partie, en tout cas la partie qui concerne les 20 ou 30 dernières années, au fond, raconte des choses dont j'ai été, et dont beaucoup d'entre vous présents ici ont été contemporains. Au fond, c'est ce qui a été l'actualité, l'histoire qui s'est déroulée en même temps que nos vies. Enfin, c'est l'histoire qu'on a vécue. Donc, c'était intéressant d'essayer de la retraverser d'un bout à l'autre. Alors, en plus, là, je reviens plus en arrière. Il y a des choses que je n'ai pas vécues, mais ce qui peut commencer vers les années 70 et ensuite, peut-être la chute du communisme, tout le chaos post-communiste, tout ça, c'est des choses qu'on a vécues. Mais on les a vécues en les voyant, je parle pour moi, mais je pense parler pour que beaucoup d'entre vous diraient la même chose. On les a vécues avec certainement des différences d'appréciation. On est différents, on est plus ou moins, de droite, de gauche, de choses comme ça. Mais il y a une espèce de socle commun de valeurs qui est en gros la démocratie, les droits de l'homme, les choses sur lesquelles on est, pour la plupart, mais d'accord, et qui donc commande notre lecture de l'histoire et de l'actualité quand elle est en train de se transformer en histoire. L'histoire de quelqu'un comme Limonov, c'est celle de quelqu'un qui ne voit pas du tout les choses comme ça, qui n'est pas du tout un démocrate, qui n'est pas du tout attaché aux droits de l'homme, qui n'est pas... Et je pense que encore, ces valeurs qui sont occidentales, qui sont les nôtres, et dont on a tendance à penser, dont on souhaite penser qu'elles sont universelles, le fait est qu'elles ne sont pas universelles. Enfin, on voudrait qu'elles le soient, on essaye de les exporter du mieux qu'on peut, mais énormément de gens de par le monde ne pensent pas ainsi, ne trouvent pas que la démocratie est la meilleure chose du monde, et encore moins quand c'est les Américains qui viennent vous dire que c'est la meilleure chose du monde et que donc c'est la meilleure chose du monde pour vous et qu'il vous la faut et qu'on va vous faire la guerre pour vous la filer. Quelqu'un comme Limonov, alors du coup, ça implique qu'il est partisan de Saddam Hussein, de Kadhafi, de Ceausescu, de Staline, de tout ça. C'est ça, ses héros. Et il y a une cohérence là-dedans aussi. C'est pas seulement des trucs de provocation et au fond, je trouvais ça. Il y a quand même pas mal de gens de par le monde, pour prendre un autre exemple, je veux dire, nous, on sait quand même, globalement, on a trouvé que la mort de Oussama Ben Laden était une bonne nouvelle. Il y a quand même pas mal de gens pour qui non. Et Limonov fait aussi partie de ces gens qui sont plutôt des admirateurs d'Oussama Ben Laden et qui étaient d'ailleurs profondément flattés quand il était en prison et que, comme c'était quand même un dur, ses compagnons de captivité les surnommaient Ben Laden. Ça lui plaisait énormément, il était fou de joie. Bon, mais disons, un des intérêts, même si je n'ai pas de conclusion, vous voyez, en tirer d'un tel livre, c'est d'essayer de raconter l'histoire contemporaine vue par les yeux de quelqu'un qui ne pense pas comme nous, comme moi, dont le système de pensée n'est pas le même, et qui juge extraordinairement arrogante la prétention en gros de l'Occident, c'est-à-dire de l'Europe occidentale et des Américains, à dire aux autres quelles sont les vraies valeurs. Voilà. Et Limonov, il dit non, les miennes ne sont pas celles-là du tout. Et alors, je ne partage pas ça, parce qu'en fait, ces valeurs occidentales sont absolument les miennes. Moi, je m'y retrouve. Mais je trouve ça intéressant d'aller voir comment pense autrui, et un autrui aussi radical que Limonov, quoi. On a l'impression que vous avez pris un vrai plaisir à écrire ce livre, et pourtant, je me dis en même temps que vous avez été drôlement courageux de passer tant d'années à côté de lui, dans cet univers-là. Oui, mais c'était pas un livre c'était un livre difficile à écrire pour des raisons techniques, d'information, tout ça, mais c'était quand même un livre plutôt amusant à écrire, et aussi pour une raison qui tient à lui, parce que honnêtement, quels que soient les défauts de Limonov, les moments où je l'ai trouvé détestable, les choses comme ça, il émane de lui quand même une espèce d'énergie vitale
qui est contagieuse, qui fait qu'on a envie de le suivre, qui fait qu'on de a envie de voir contrôle de soi, comment il va rebondir, qu'est-ce qu'il va... Avec un côté même qu'on peut avoir, vous savez, comme à l'égard d'un vilain garnement, qu'est-ce qu'il va encore inventer, quoi, qu'est-ce qu'il va encore nous faire comme... D'ailleurs, vous avez failli titrer un mauvais sujet. Pas Limonov, à un mais moment, un mauvais à un sujet. moment, j'avais envisagé ce... À un moment, j'avais un doute vraiment sur le livre, et en me disant, mais j'ai choisi un mauvais sujet, et du coup, bon, c'était un jeu, il y avait presque un jeu de mots, c'était d'appeler ça un mauvais sujet. Et c'était un titre qui me plaisait beaucoup à un moment donné. Et pardonnez-moi de revenir encore une fois à votre mère, et en historienne, que pense-t-elle, elle, de Limonov? Alors, de Limonov, mon livre ou les deux. De mon livre, le plus grand bien... non, c'est donc vrai. Vous êtes vraiment réconciliés. Oui. Non, mais en plus le livre lui rend hommage, voilà. Mais de Limonov, elle pense que c'est un personnage marginal, pittoresque, et qu'elle prend pas très au sérieux. De sa place, elle a raison. C'est pas. Mais elle convient, elle est la première à dire que comme objet, comme personnage romanesque, c'était une très bonne idée de le choisir. Enfin, Alors, finalement, j'ai fini par penser moi-même, après les doutes dont je faisais état. Mais quand vous avez tout à fait raison. En plus, vu le succès international que vous avez avec Limonov, je surveille l'heure de très près parce que ce soir, exceptionnellement, France 3 sera sur ce plateau à 7h09 précise pour faire un décrochage et interviewer en direct dans le journal Emmanuel Carrère. Donc j'ai promis d'avoir terminé pour 7h09 et je le ferai. Ah non, là c'est bon, 7h moins 2, mais d'accord. Je regarde. Mais comme en même temps, je pense que tout à l'heure, la séance de dédicace que vous aurez à Nancy ne ressemblera pas à celle que vous avez eue un jour au Festival de Cannes. Vous vous souvenez de votre biographie de Werner Herzog, et je vous promets que ici, les Nancéens achètent les livres. Ils ne partent pas sans les acheter. Voilà. C'est ce qui arrivait à Cannes, où les livres d'Emmanuel étaient pris pour des brochures. Donc, non, je suis obligé de raconter. En fait, le premier livre que j'avais écrit était une monographie sur le cinéaste Werner Herzog, et comme il était paru au moment du Festival de Cannes, et l'éditeur avait eu l'idée, enfin bien intentionnée, mais qui s'est révélée très mauvaise, de faire une signature dans le palais des festivals à l'issue de la projection. Or, le problème, c'est que les gens qui vont à Cannes et qui suivent au Palais des Festivals, ils sont déjà toute la journée bombardés de trucs, de pressbook, de choses comme ça, de brochures qui sont gratuites. Et l'idée d'acheter un truc imprimé est totalement inconcevable pour eux. C'est-à-dire que j'étais là devant ma pile de livres comme ça, puis je voyais des gens qui prenaient ça distraitement et qui s'éloignaient juste pour le mettre dans la première poubelle venue, quoi. C'était terrible parce que je devais leur courir après en leur disant, vous savez, c'est à vendre. Alors, ils me regardaient avec d'un air de stupeur totale, quoi. C'était... Donc votre soirée va être différente. Donc à 7h09 pour France 3 et après, je vous laisse aux Nancéennes et aux Nancéens. Il y a un livre dont on n'a pas parlé, qui est un très très beau livre aussi, qui est D'autres vies que la mienne, qui est le livre qui a précédé Limonov. Nous n'aurons pas le temps d'en parler, mais je voudrais vous demander demain, quelle autre vie que la vôtre allez-vous mettre en écriture ? Non, alors là, Joker, non, enfin c'est beaucoup trop tôt, quoi, et beaucoup très prématuré. Vous commencez, et puis c'est pas vraiment ça, en plus, c'est pas une... Et s'il y avait un livre de fiction dans votre œuvre à conseiller à votre public qui vous connaît plus sur les livres réels, lequel aujourd'hui vous paraît le plus actuel? Les deux petits livres de fiction courts que j'ai écrits, soit La classe de neige, soit La moustache. Je pense que ces deux livres qui sont qui sont courts, qui sont assez prenants, l'un plus émouvant sans doute que l'autre, La classe de neige sans doute plus émouvant que La moustache, mais voilà, ça serait l'un de ces deux-là. Je pense que dans les livres de fiction que j'ai écrits, c'est ceux que je trouve bien. Lisez Emmanuel Carrère, c'est un très très bel écrivain. Alors, avant de terminer, et ça y est, je suis dans les temps, c'est parfait, petit questionnaire de pivot. Emmanuel, quel est votre mot préféré ?
Alors, j'ai réfléchi, en fait, j'ai quand même un peu, vous m'avez prévenu de ça, donc j'ai un tout petit peu réfléchi. Mais alors, en fait, malgré tout, en réfléchissant, je botte en touche, parce que émo préféré, émo détesté, ça n'a pour moi absolument pas de sens, parce que je ne crois pas aux mots, enfin, je veux dire, en tant que... Vous ne croyez pas aux mots? Je ne crois pas aux mots, il n'y a pas de mots qui me plaisent plus que d'autres, je crois aux phrases. Je crois à l'agencement des mots dans une phrase. Et ce que je peux trouver beau, magnifique, ou laid, ou tout ça, c'est la façon dont les mots sont agencés dans une phrase. C'est un mot en soi, que ce soit, je ne sais pas, crotte ou smaragdine ou améthyste, je ne trouve pas ça ni plus beau ni plus laid, je m'en fous totalement. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont c'est agencé, et donc l'unité à partir de laquelle les choses commencent à devenir belles ou laides pour moi, c'est la phrase. Le mot, il est en soi neutre pour moi, c'est-à-dire que, je sais pas, c'est comme si vous me disiez, c'est quoi votre note préférée? Vous êtes plutôt pour le ré ou plutôt pour le la? Non, je suis pour. Il faut qu'il y ait un accord déjà qui permette de les. Et alors, est-ce qu'il y a une phrase que vous aimez? Je me souviens d'Hector Bianchiotti qui disait toujours « le fond de l'air est frais », c'est la plus belle phrase que je garde. Est-ce qu'il y a une phrase, une devise? Je ne vous lâcherai pas comme ça. Avec une non-réponse sur le mot, c'est pas possible. Je croyais m'en être tiré. Non. J'aime bien piéger à la fin, comme ça. Ouais. En attendant France 3. Non, vous n'allez pas me laisser sur le grill jusqu'à ce qu'arrive France 3. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, mais je triche un peu, là. Enfin, non, à vrai dire, ce que j'aime, c'est pareil, c'est la suite. Je ne sais plus quelle est la... il y a... Une phrase en russe? Comment? Une phrase en russe. Non, en fait, j'allais dire autre chose, c'est que... alors, je raconte un truc, plutôt. Mais c'est une façon de dire ça. C'est comment Tolstoï raconte qu'il a trouvé le début d'Anna Karénine. Il dit qu'en fait, il était en train de lire des récits de Pouchkine, et... Alors, Pouchkine tient pour les Russes le rôle, au fond... Les Français ont toujours, moi compris, du mal à comprendre l'adoration des Russes pour Pouchkine, parce que sa poésie est difficilement traduisible. En français, c'est pas mal, mais ça donne pas grand-chose. Sa prose c'est beau, mais ça ressemble, mettons, à du Mérimée, c'est-à-dire, je veux dire, on aime bien Mérimée, mais pas autant que Victor Hugo, ou des choses comme ça. Donc, finalement, Pouchkine, c'est pour énormément de Russes, je ne sais pas, y compris pour Nabokov, tout ça, c'est le plus grand écrivain russe. Et pour les Français, moi le premier, ça marche pas bien, c'est pas que ça s'exporte pas bien. Et en tout cas, Tolstoï, à un moment donc écrivain postérieur à Pouchkine, et pour qui Pouchkine est un peu aussi une espèce de paradis perdu déjà de la langue, de la littérature, tout ça, il dit, je me suis mis à lire un récit de Pouchkine qui s'appelle « La tempête de neige » ou quelque chose comme ça, et ça commence par une phrase du genre les invités venaient d'arriver dans le salon de la princesse du Schmoll. Et il dit juste à quel point il est émerveillé par cet extraordinaire naturel narratif. Enfin, qu'il y a une phrase comme ça qui est au fond l'équivalent de la marquise sortit à 5 heures. Ça veut dire que ce dont Gide disait, non, c'était Gide ou Paul Valéry, je ne sais pas, qui disait que on ne pouvait plus à partir d'un certain moment dire une chose aussi du genre la marquise sortit à 5 heures. Et donc Tolstoï cite ça comme l'exemple au fond de l'art narratif absolument décomplexé, qui ne se pose pas de questions, qui y va comme ça. Et je sais que moi j'aime ça aussi infiniment, au fond la prose qui se lance comme ça. Et à partir de ça, Tolstoï commence Anna Karénine par une phrase qui est une des ouvertures inoubliables de la littérature, et que Nabokov, dans son dernier livre, a inversé en faisant la première phrase de son dernier livre, Ada. Et la phrase, c'est les familles malheureuses le sont toutes de la même manière. Non, les familles heureuses le sont toutes de la même manière, seules les familles malheureuses le sont de façon différente. Et dans Ada de Nabokov, c'est la phrase inverse, qui est évidemment une situation mais qui est un début quand même assez éclatant.
Ça me convient. Ça vous va? Oui. La dernière alors, question. Merde, j'espérais échapper à Dieu, du coup. Ah ben non, alors Dieu. Ah, si vous voulez échapper à Dieu... je peux échapper à Dieu. Alors, à la place... Joker. Votre... Non, parce que l'autre truc, c'est qu'est-ce que vous diriez Dieu, à Dieu si vous disait quelque chose On lui fait cadeau que j'ai énormément de mal à la dernière imaginer, question. Qui me paraît pas spécialement désirable non plus. Enfin, Et j'aurais bien voulu vous entendre dire un mot de russe. Est-ce que votre juron, gros mot ou blasphème favori ne serait pas en russe? Ah non, alors en russe, il y a un truc, enfin on peut dire chort, qui veut dire diable, et qu'on dit un peu comme merde aussi. Mais sinon, le russe a aussi une particularité, mais on a mis du temps à le comprendre, c'est que la grossièreté y est beaucoup plus grossière qu'en français. Enfin, en tout cas, qu'elle est perçue comme... C'est-à-dire que la grossièreté russe, qu'on appelle aussi souvent, qui est souvent... à l'origine, enfin des argots de prison, des trucs comme ça, ce qu'on appelle le mat, c'est vraiment... je ne sais pas que ce soit plus dégueulasse que chez nous, je veux dire, où on dit les mêmes choses, on dit les mêmes trucs, enculé, ceci, cela, mais c'est perçu comme infiniment plus violent et agressif, quoi. Voilà. Mais donc le chort, par exemple, qui veut dire diable, est un juron bénin. Je suis désolée de vous faire finir sur une phrase comme celle-ci. Mais attendez, je vous en voulais une autre. Oui. Alors, non, j'en ai. Elle est très jolie. Voilà. Elle me revient tout à coup. Ah, voilà. C'est que quand nous étions petits, mes sœurs et moi, nous étions enclins à jurer, enfin à commencer à dire des gros mots. Et un jour, il se trouvait qu'à cette époque, notre mère apprenait le turc. Elle a appris le turc et elle nous avait dit que, comme nous entendant l'un d'entre nous dire merde, elle nous avait dit que c'était pas bien de dire merde, mais qu'elle allait nous apprendre à dire merde en turc. Et elle nous a appris un mot qui était temiz. Et après, on a passé des années à jurer en disant temiz, jusqu'au jour où on a appris qu'elle nous avait menti, que ça voulait dire arbre ou un truc comme ça, enfin un truc. Voilà. Mais donc pendant longtemps, on a vécu sur cette imposture et on disait temiz. Emmanuel Carrère, merci. Merci beaucoup. Je vais vous demander de vous lever. Donc, l'équipe de France 3 est à côté de vous. Et pendant ce temps-là, et en vous remerciant toutes et tous de votre présence ce soir, je vais vous dire que nous nous retrouvons le mardi 3 avril, pas à l'Opéra, mais salle Poirel. Et je recevrai, oui... C'est le seul écrivain qui vous tourne le dos, en plus. Et je recevrai la reine du suspense, l'écrivain américain Patricia MacDonald, qui passe 3 jours en France et qui s'arrêtera à Nancy. Merci à toutes et à toutes et à très bientôt.